Bonjour à tous, Bruno Trier de la société Olea Medical. Donc Olea Medical, une société basée dans le sud de la France qui fait des logiciels de post-traitement en IRM, avec notamment un logiciel qui permet de traiter l'imagerie du sein par IRM, avec ce que vous connaissez habituellement, la visualisation, les wash-in, les wash-out, le rapport Bayes assisté, mais aussi des choses un petit peu plus avancées comme l'imagerie de diffusion, l'imagerie IVIM. Et je remercie le professeur de Basler d'avoir accepté de présenter durant ce symposium les résultats et ce que vous pouvez attendre dans une routine clinique de ces paramètres de diffusion IVIM, kurtosis et ADC. Je laisse la parole au docteur de Basler. Merci. Merci beaucoup pour cette très gentille introduction. Donc on va un petit peu essayer de reprendre tous les phénomènes, les paramètres qu'on peut obtenir en diffusion, et je vais essayer de vous les expliquer le plus simplement possible. Donc la théorie, vous la connaissez bien, j'imagine, c'est la diffusion de base qu'on utilise tous les jours. Donc on part de cette séquence de diffusion. On sait que son rôle, c'est d'évaluer le déplacement des protons dans les tissus. Et donc, si cette séquence nous dit que les protons peuvent se déplacer facilement, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de cellules. Donc, on interprète ça comme un tissu bénin, puisqu'il n'y a pas beaucoup de cellules. Et si par contre, les protons si la séquence nous dit les protons là sont gênés, ils ne peuvent pas se déplacer bien, ça veut dire qu'a priori, il y a beaucoup de cellules, et donc on est plutôt dans un tissu malin. Donc, des raisonnements relativement basiques grâce à cette séquence qui permet de dire ça se déplace bien ou ça se déplace pas bien. Pour faire ça, vous voyez, imaginons qu'on va faire une expérience de diffusion sur cette IRM mammaire, en s'intéressant particulièrement à cette petite tumeur. On va appliquer des gradients de diffusion. Alors ces gradients de diffusion ont pour objectif d'annuler le signal des protons qui se déplacent. Alors on peut mettre plus ou moins fort le volume de ce gradient, l'amplitude du gradient. Si vous ne mettez pas très fort, vous annulez pas grand-chose, un petit peu de perfusion. Si vous mettez un petit peu plus fort, un B150, on annule un peu de perfusion, mais c'est encore la même chose. Au-dessus, à 700, il n'y a plus de perfusion, on n'a plus d'effet T2. Et puis à 1000, on n'a plus que finalement le signal de diffusion qui persiste. Et donc, à partir de ces différentes acquisitions, B50, B150, B700, B1000, on est capable de mesurer des intensités de signal sur ces différentes séquences et finalement de faire une espèce de courbe, comme on a l'habitude de le faire en IRM, en imagerie quand on injecte du produit de contraste. Donc on peut faire une courbe avec les B en bas, les intensités de signal en logarithme ici en haut, et on peut obtenir comme ça cette droite qui ici descend un petit peu. Si la pente finalement de cette courbe est un paramètre que vous connaissez bien, puisqu'en fait elle représente l'ADC. Plus ça descend fort, plus votre ADC sera bas. Donc ici, une pente. Pour chaque pixel, on peut dessiner une pente comme ceci et donc faire reconstituer une image qui n'est pas très jolie, mais qui nous indique qu'effectivement, il y a une diffusion très restreinte. Le signal est très sombre, donc il y a une diffusion restreinte à l'intérieur de cette masse. Et donc, si on prend cette patiente, c'est la même patiente avant chimiothérapie néoadjuvante, après chimiothérapie néoadjuvante, que nous dit la diffusion? Elle nous dit ici, vous voyez, il y avait une restriction de la diffusion, les protons étaient coincés, c'est tout noir. Donc avant traitement, tout noir, ça veut dire quoi? Il y avait beaucoup de cellules. Après traitement, le signal est tout blanc, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup moins de cellules, ça veut dire que le traitement finalement a bien fonctionné. On a détruit les cellules. Alors, tout ce que je viens de vous expliquer, tout ce qu'on utilisait jusqu'à maintenant se basait sur un principe assez simple, c'est que les protons, dans les tissus, ils se déplacent librement de façon complètement aléatoire. Finalement, on peut représenter ce déplacement aléatoire par une gaussienne, comme ici. Il n'y a rien qui retient le proton. Le proton peut aller à droite, à gauche, en avant, en arrière. Rien ne le retient. Et donc, on considérait que finalement, c'était plutôt une histoire de viscosité de tissu qui limitait le déplacement des protons. Si ici, on était dans un tissu pas du tout visqueux, vous voyez, on avait une gaussienne relativement large. Et donc, l'ADC représentait quoi ici? Simplement la largeur de cette gaussienne. Alors que si on est dans un tissu plus visqueux, on avait une gaussienne ici plus serrée, vous voyez, et donc l'ADC était représenté, donc l'écart type, encore une fois, de cette gaussienne. Donc là, c'était pour l'instant, quand vous faites de la diffusion, si vous en faites, on se base sur ce raisonnement-là. Une diffusion gaussienne avec donc des calculs, des modélisations pour calculer votre ADC, super simple, se basant sur ce principe-là. En réalité,
les tissus biologiques ne sont pas constitués simplement de gel, mais il y a des cellules, hein, vous le savez aussi bien que moi, il y a des fibres collagènes, enfin il y a plein d'obstacles finalement qui vont limiter le déplacement des protons. Et donc, on ne va pas avoir un déplacement selon une gaussienne, on va avoir un déplacement comme ceci, qui suit plutôt un espèce de pic comme cela. Donc vous voyez, le proton ici ne peut pas se déplacer comme il veut, il est contraint de suivre certains mouvements parce qu'il y a des cellules qui sont là. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir finalement, est-ce qu'on est loin de la gaussienne ou pas? Est-ce que ce pic bleu ici, il est loin d'un déplacement de type gaussien? Et ça, il y a une formule mathématique qui permet de le calculer très simplement. Ça s'appelle le kurtosis. C'est pour ça que ça s'appelle kurtosis, le paramètre qu'on utilise en diffusion maintenant. C'est le kurtosis qui donc calcule cette distance par rapport à une gaussienne. Le calcul, la distance du déplacement réel de votre proton par rapport à une gaussienne théorique. Et donc finalement, dans les tissus biologiques où il y a peu de cellules, finalement, votre proton il peut se balader relativement librement. Hein. On s'éloigne, le déplacement de ce proton finalement s'éloigne pas trop d'une gaussienne normale. Donc le kurtosis finalement il est faible, hein. Il y a peu d'écart par rapport à la gaussienne. Alors que lorsqu'il y a plein de cellules, comme ici, et ben finalement votre proton il est vraiment restreint, hein. Il est contraint dans ses déplacements par la présence des cellules, des fibres collagènes, etc. Donc votre déplacement, vous voyez le pic bleu ici, il s'éloigne vraiment d'une gaussienne. Donc là vous allez avoir un kurtosis très élevé, d'accord? Le kurtosis donc, étant vraiment le paramètre qui calcule la distance du pic réel par rapport à la gaussienne théorique. Donc finalement on a deux processus qui s'opposent. Premièrement, l'ADC, on a dit l'ADC, si les protons peuvent se déplacer librement, l'ADC va être élevé, d'accord? Mais là, le kurtosis, il est bas. Ok, on s'éloigne un peu. Dans le tissu malin, il y a plein de cellules, donc l'ADC, il va être bas, mais le kurtosis élevé. Vous voyez, ça commence à être un petit peu compliqué, d'accord? Donc, on avance. Et donc, si vous utilisez le modèle qu'on a l'habitude d'utiliser en diffusion aujourd'hui, c'est-à-dire un modèle gaussien, hein, un modèle gaussien. Donc vous faites ce qu'on a fait tout à l'heure, votre expérience avec des images avec un B50, B500, etc. Donc c'est ce qu'on a représenté ici. Vous voyez l'intensité de signal avec le signal qu'on obtient aux différentes valeurs de B, B250, B500, B700, B1000. Voici les vrais points. Si vous utilisez donc le modèle qui est disponible sur vos machines d'aujourd'hui qui suit une théorie gaussienne, vous allez ajuster, vous voyez, selon cette courbe verte, vos points. Vous voyez que donc on est assez à distance finalement de la réalité, hein, on n'ajuste pas du tout correctement nos points. Si par contre vous utilisez de nouveaux modèles non gaussiens, vous voyez qu'on ajuste beaucoup mieux nos paramètres. Donc ici le kurtosis finalement, il risque de se faire sous-estimer vos valeurs, en d'autres termes, hein, si ces courbes c'est pas facile à interpréter, en d'autres termes, si vous ne tenez pas compte de la présence du kurtosis et que vous utilisez le système gaussien, la modélisation gaussienne, vous allez sous-estimer votre ADC. C'est pas tout, il y a encore une mauvaise nouvelle, après ça c'est bon. Il y a aussi de la perfusion dans les tissus, il n'y a pas que des cellules, vous savez, il y a également des petits vaisseaux. Dans les tissus bénins, il n'y a pas beaucoup de vaisseaux, il y en a un petit comme ceci. Et donc, la diffusion, on a dit tout à l'heure, ça mesure quoi? Ça mesure le déplacement des protons. Alors, déplacement des protons, dans les vaisseaux, il y en a, hein, il y a du déplacement, hein, le proton il peut se balader dans les vaisseaux, donc la diffusion, elle va mesurer ce déplacement, et qui n'est pas nul. Donc, dans un tissu bénin, il y a peu de vaisseaux, donc la diffusion, elle va dire, voilà, il y a un peu de déplacement de protons. Dans un tissu malin, il y a plein de vaisseaux anormaux, vous le savez bien. Du coup, la diffusion, qu'est-ce qu'elle va mesurer? Elle va dire, là, il y a plein de vaisseaux, il y a plein de protons qui se déplacent, donc il y a beaucoup de déplacements, donc finalement, il n'y a pas du tout de diffusion restreinte. Donc, on se retrouve encore avec nos deux phénomènes qui s'opposent. Donc, tissu bénin, ça se déplace librement, donc l'ADC plutôt bas, mais qui va être un petit peu contrarié par la diffusion, par la perfusion ici, qui dit, non, ça ne se déplace pas beaucoup, j'ai très peu de vaisseaux. Donc là, vous allez à nouveau sous-estimer votre ADC. Et ici, dans le tissu malin où vous avez plein de vaisseaux et plein de cellules, alors plein de cellules, ça empêche votre proton de se déplacer, mais les plein de vaisseaux, par contre, ça dit, vous voyez, les protons, finalement, ils se déplacent assez bien. Donc d'un côté, ça ne se déplace pas bien, de l'autre côté, ça se déplace bien. Donc vous allez surestimer votre ADC.
Donc on a plein de phénomènes intriqués. On a vu le kurtosis, l'IVIM, la perfusion, l'ADC, c'est pas très simple. Heureusement, tous ces phénomènes n'apparaissent pas, ils sont tout le temps présents, mais ils apparaissent de façon prépondérante en fonction des baies que vous utilisez. L'IVIM, il va être prépondérant avec des petits baies, les baies entre 0 et 100. La perfusion, c'est entre 0 et 100. Elle intervient après, mais c'est négligeable. Le kurtosis, lui, c'est plutôt aux grandes valeurs de baies, au-dessus de 1000, entre 1000 et 3000. Là, vous avez les phénomènes de kurtosis qui apparaissent. Alors du coup, ça, je vous rassure, tout ce qu'on faisait jusqu'à maintenant n'était pas complètement faux. Si vous utilisiez des baies entre 200 et 800, le Bmax entre 200 et 800, finalement, votre ADC était relativement exact, il n'y avait pas trop de problèmes. Par contre, il y a eu une mode dans les années, l'année dernière et cette année d'utiliser des grandes valeurs de baies, 1200, 1500, en utilisant toujours un modèle mono-exponentiel. Et là, vous commenciez à avoir du kurtosis, un phénomène de kurtosis, qui a influencé votre valeur d'ADC et qui le sous-estimait. Donc on revient un petit peu à la pratique. Quelles sont les recommandations techniques quand vous faites de la diffusion? Et la première question, c'est quelle baie il faut utiliser finalement? Ça va dépendre un petit peu de ce que vous faites. Alors, il y a une première étude, celle de Woodhams, en 2011, qui n'avait pas encore très bien assimilé le kurtosis et tout ça, mais qui avait remarqué qu'effectivement, quand il changeait de Bmax, s'il prenait un Bmax à 500, il avait des ADC pour les tissus bénins relativement élevés, pour le tissu fibrokystique relativement élevé, pour les cancers assez élevés également. Et lorsqu'il utilisait des baies plus élevées, pour chacun de ces tissus, il s'apercevait que l'ADC avait tendance à diminuer. Vous voyez, pour les tissus bénins, vous voyez que l'ADC est plus bas à 1500 qu'à 500. C'est la même chose pour un tissu malin. Vous voyez, l'ADC est plus bas avec des grands B qu'avec des petits B. Le même tissu n'a pas le même B, n'a pas le même ADC en fonction du B. Ce qui était un petit peu bizarre puisqu'on nous avait dit ouais, l'ADC finalement c'est une caractéristique du tissu, ça diffuse bien, ça diffuse pas bien. Et là on se rend compte que non, pas du tout. En fait, ça dépend de la valeur de B que vous utilisez. Ça dépend du tissu, mais aussi du B que vous utilisez. Donc ça, c'était une première mauvaise nouvelle. Ensuite, Bogner a fait des études pour dire bon on va pas regarder la valeur d'ADC qu'on mesure, savoir si elle change ou pas. On va regarder si elle est reproductible. Si je fais plusieurs fois la même mesure, est-ce que c'est reproductible ou pas en fonction du B. Et il s'est rendu compte que lorsqu'on utilise des petits Bmax, on n'était pas reproductible. Les valeurs d'ADC changeaient tout le temps. Et finalement, elles étaient relativement stables. Vous voyez, ça bougeait moins quand on utilisait un B autour de 800. Donc, il avait recommandé dans son papier d'utiliser un couple de B, le B min autour de 0 et le B max à 800. Il avait dit également, dans ce même papier, qu'a priori, B800 était également intéressant parce que c'était le moment où on avait le meilleur rapport signal sur bruit. D'accord ? Donc, on avait c'était plus intéressant. Un autre papier, celui de Dorius, en 2014, relativement récent, donc, a essayé d'évaluer aussi le meilleur B max. Est-ce que c'est 250, 500, etc. Et il s'est rendu compte finalement que c'était avec un couple B0, B1000 qu'on avait la plus grande différence entre l'ADC des tissus bénins et l'ADC des tissus malins. Donc il disait, prenant un B1000, c'est là qu'on a la plus grande chance de voir une différence entre ce qui est cancer et ce qui est bénin. Un autre papier encore compare les valeurs de B. Si on prend un B1000, alors on a un très bon rapport signal sur bruit, meilleur qu'avec un B1500. On est très bon pour le carcinome in situ de haut grade, et on est surtout, c'est intéressant, pour le carcinome in situ de bas grade, on le voit assez bien, alors qu'avec un B1500, on ne voit pas très bien le bas grade, on voit très bien le haut grade. Par contre, on distingue un petit peu mieux le tissu glandulaire des lésions, notamment on distingue un petit peu mieux le bénin du malin, avec un B1500. Donc pour résumer, attention, si vous prenez des petites valeurs de B et que vous utilisez un modèle mono-exponentiel, eh bien vous allez surestimer votre ADC. La perfusion qui est ici va venir, on peut imaginer ça, va venir s'ajouter à votre ADC, donc vous allez surestimer l'ADC. Et par contre, le kurtosis, si vous prenez des grandes valeurs de B, comme c'était la mode l'année dernière, prenez B à 1500, si vous travaillez toujours avec un modèle mono-exponentiel, faites gaffe, parce que le kurtosis va venir sous-estimer, va influencer votre ADC, et vous allez sous-estimer votre ADC. Le mieux, donc, si vous utilisez des tout petits B et des grands B, c'est d'utiliser les modèles non gaussiens, qui ne sont pas encore disponibles sur les consoles des constructeurs en général, mais qui vont l'être sur
les solutions de constructeurs Olea et les autres, bien sûr, qui vous permet du coup de tenir compte de ces différents paramètres, la perfusion et le kurtosis. Donc attention, aujourd'hui sur vos machines, si vous décidez de prendre plein de valeurs de B, vous ne pourrez pas éviter la surestimation de la perfusion, la sous-estimation du kurtosis, parce que votre machine ne vous propose que la reconstruction avec un modèle gaussien. Il faut savoir optimiser bien vos séquences de diffusion quand vous faites de la diffusion. Il faut utiliser un paramètre, le TE le plus court possible, ça diminue les artefacts de susceptibilité magnétique. Faites un bon shimming, parce que c'est important pour améliorer la qualité de vos techniques de suppression de graisse, que ce soit du FATSAT, que ce soit du STIR, c'est très important. Il faudra augmenter votre bande passante pour diminuer les artefacts de décalage chimique. Et surtout, bien sûr, aujourd'hui, maintenant, faites de l'imagerie parallèle. Alors, très important quand on fait de la diffusion, il faut utiliser au maximum une super suppression de la graisse. C'est très important. Voici une patiente qui présentait une tumeur desmoïde. Voici les différentes diffusions. Donc, sans suppression de la graisse, vous voyez qu'on a plein d'artefacts de répétition. Si on fait de la FATSAT, vous voyez que le signal est un petit peu mieux. Avec une inversion récupération, on gagne encore en signal. Et si on combine les deux, c'est probablement l'image qui présente le meilleur rapport signal sur bruit. Et si on regarde les valeurs d'ADC obtenues avec ces différentes séquences, si vous faites aucune FATSAT, vous voyez que c'est ininterprétable. Avec de la FATSAT, c'est pas mal. Avec une inversion récupération, c'est bien. Et avec une combinaison des deux techniques, c'est encore mieux. Alors, faut faire attention. Lorsque vous faites une inversion récupération, vous allez perdre un petit peu votre capacité de bien distinguer le bénin du malin. Les différences sont un petit peu moins importantes. Il faut faire attention, la FATSAT augmente le rapport signal sur bruit, mais par contre, elle est très dépendante des inhomogénéités de champ magnétique. Et on sait que dans le sein, on a souvent ce problème-là, puisque ces inhomogénéités sont importantes au niveau des zones de transition. Et dans le sein, on a plein de zones de transition. D'autres techniques de combinaison de techniques de suppression de graisse, avec ici water excitation plus STIR, qui donnent des résultats assez satisfaisants également. Alors, problème de toutes ces saturations du signal de la graisse qui sont obligatoires pour avoir un bon signal de diffusion, c'est qu'à force de taper sur le signal, on en a de moins en moins, et du coup on va être obligé de travailler avec des gros voxels, des voxels de 5 par 5. Une dernière technique, on peut tomber à 3 par 3, mais ça reste quand même des gros voxels par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire en IRM de sein, où vous savez que les recommandations sont d'utiliser des voxels inframillimétriques. Alors heureusement, il y a de nouvelles séquences qui sortent qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin. Ce sont par exemple les séquences single shot EPI. Ça, c'est une séquence de CIMES, mais GIF et une autre séquence focale qui est très intéressante également. Donc avec cette séquence, je vous passe les détails, on a une meilleure résolution spatiale, donc on voit mieux les différentes structures anatomiques, mieux on commence à distinguer les spicules, on voit mieux donc les limites. C'est une séquence qui va beaucoup plus vite, ça c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la lecture se fait par. En fait, on va distinguer les colonnes en plusieurs colonnes. La lecture de l'espace de Fourier va se faire en plusieurs colonnes en même temps, donc ça va beaucoup plus rapidement. Donc on va réduire les artefacts de susceptibilité. Il n'y a plus de décalage de phase, il n'y a plus de distorsion anatomique. On a un meilleur rapport signal sur bruit et un meilleur contraste. Beaucoup de paroles, voici plutôt des images. Alors, vous voyez donc cette volumineuse tumeur développée dans le sein droit. Je vous montre l'image de diffusion. Vous voyez que vraiment, c'est une image qui est très très propre. Il n'y a plus tous les artefacts qu'on a l'habitude de voir. Et vous voyez, donc on retrouve cette tumeur. On n'a plus de distorsion comme on avait avant, où les tumeurs étaient plus ou moins allongées. Vous voyez qu'elle a exactement la même taille que cette tumeur-ci. Et vous voyez là, vraiment l'intérêt de la diffusion, c'est de repérer ici cette petite adénopathie qu'on devine ici au rétrospectoscope sur la séquence C2. Mais avec la diffusion, vous voyez qu'il n'y a aucun doute pour cette adénopathie. Vous voyez également la reconstruction en ADC qui est également très très propre avec ces nouvelles séquences. Attention au gadolinium. Alors il y a des papiers qui sont plus ou moins contradictoires. Certains disent qu'il faut faire la diffusion avant, d'autres disent qu'il faut faire la diffusion après l'injection. Enfin, ils disent qu'on fait ce qu'on veut. Nous, dans notre expérience, on préfère le faire avant, parce que de toute façon, ça ne change rien. On peut faire la diffusion avant ou après. Pour nous, ça ne change rien. Avant, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que ici, vous voyez, on a fait une expérience de diffusion avant et après injection sur la même patiente. Vous voyez, avant injection, l'ADC est à 1,1. Après injection, il passe à 0,9. Vous voyez,
Le produit de contraste fait baisser l'ADC. Pourquoi? Parce que ça apporte de la susceptibilité magnétique qui fait donc chuter sur ces séquences pondérées T2 le signal. Alors, les mesures d'ADC, quand vous utilisez des B, on l'a vu tout à l'heure, autour de 800 000, elles sont assez reproductibles. Vous voyez, kappa est assez bon. Et bonne nouvelle, pas de variation d'ADC en fonction du cycle. Mais en même temps, c'est pas une nouvelle très intéressante puisqu'on sait que nous, de toute façon, il faut faire les IRM de sein entre la 2e et 3e semaine du cycle, sinon on a trop de rehaussement du parenchyme glandulaire. Et puis, par contre, il faut savoir que l'ADC va un petit peu diminuer dans le tissu normal après la ménopause. Voici une patiente jeune qui a son 22e jour de cycle, et ici à son 2e jour de cycle, vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre les 2 jours. L'analyse des images maintenant. En pratique, quand vous avez fait votre séquence de diffusion, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Alors, première chose, c'est pas toujours simple. Vous avez ici une patiente qui présente cette tumeur développée encore dans le sein gauche, avec de la nécrose en T2 évident, en hypersignal ici. Et puis après avoir injecté du produit de contraste, on se rend compte qu'il y a toute une zone ici qui ne correspond pas à de la nécrose, en marron là, vous voyez, ça ne correspond pas à la nécrose, c'est pas le blanc ici. Pourtant, ça ne rehausse pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire de ce tissu? Est-ce que je dois le prendre en compte quand je fais ma diffusion ici? Je dois le prendre en compte ou pas? Vous voyez que ça va complètement changer l'ADC. Ça, pour l'instant, on ne sait pas très bien. On va voir, il y a peut-être une technique pour s'en sortir. Ensuite, j'ai fait ma diffusion. Est-ce qu'elle va m'aider à interpréter mon examen? Pour ça, il faudrait qu'on ait un ADC qui nous permette de dire en dessous de temps, c'est malin, et au-dessus de temps, c'est bénin. Et quand on regarde les différentes méta-analyses, ici une première, vous voyez, il y a un paquet de papiers. Ici une deuxième, il y en a encore plus. Quand on regarde tous ces papiers, finalement, on se rend compte que les ADC varient d'une étude à l'autre. Si vous regardez, c'est jamais le même. Ici, ils considèrent que l'ADC seuil, c'est 1,8. Là, c'est 1. Enfin, vous voyez, ça change tout le temps. Et pourquoi ça change tout le temps? Maintenant, vous êtes capable de me le dire. C'est parce que, vous voyez, ils n'ont pas utilisé les mêmes valeurs de B. Ici, on a un 0,600. Ici, on a un 0,2000. Et ils ont tous utilisé un modèle mono-exponentiel. Donc, vous avez compris, on a des phénomènes de kurtosis de perfusion des deux côtés qui viennent influencer cette valeur seuil d'ADC. S'ils avaient tous utilisé les mêmes valeurs de B, là, on n'aurait pas eu de problème. Mais comme ils ont tous des B différents, et là, on ne peut pas tirer aucune conclusion de ce papier-là. Là, c'est une méta-analyse, pareil, vous voyez une quantité de papier hallucinante. Et eux, par contre, ils ont pris en compte ces phénomènes-là et ils nous disent que, finalement, lorsqu'on utilise un Bmax donc inférieur à 600, le seuil, ça va être plutôt 1,5 pour distinguer bénin malin, avec, vous voyez, une spécificité qui n'est pas fantastique. 75, c'est déjà la spécificité qu'on a en IRM normal sans la diffusion, donc ça n'apporte pas grand-chose. Avec un B supérieur à 600, le seuil c'est 1,2 et là votre spécificité, vous voyez, elle passe à 84. Donc là c'est intéressant parce qu'on commence à augmenter la spécificité qu'on a en IRM de sein, qui est autour de 75 selon les études. Cette méta-analyse était l'étude dont je vous parlais tout à l'heure qui disait que finalement il n'y avait pas une grosse différence en ADC lorsque vous faites avant et après injection de produits de contraste. Vous voyez, il y a quand même une petite différence, mais ils disent eux que c'est pas significatif. Après, il y a d'autres auteurs qui se sont dit, distinguer bénin malin, ça marche pas très bien. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'éliminer toutes les lésions bénignes à coup sûr. En d'autres termes, essayer d'avoir toutes les lésions malignes, en fait. Si je définis un seuil assez élevé, à 1,8, qui est ici, vous voyez, ici, ils ont mis la lésion bénigne, où il y a plein de lésions bénignes qui ont des ADC au-dessus de 1,8 et en dessous de 1,8. Plein de lésions intermédiaires qui ont des ADC un peu au-dessus et un peu en dessous. Par contre, ils se rendent compte que là, ils ont tous les cancers en dessous de cette limite 1,8. Alors il n'y avait que 160 patients, mais c'est déjà pas mal. Et donc, ils concluent dans leur étude avec un ADC à 1,8. Je suis sûr que ça va me permettre, en fait, de ne pas biopsier toutes ces lésions bénignes pour rien. Parce qu'ils sont sûrs que ce sera des lésions bénignes. Savoir que dans cette étude, toutes ces lésions étaient classées, toutes ces lésions-là étaient classées à CR4 ou 5 au départ. Donc des lésions qu'on aurait biopsiées de toute façon. Donc finalement, en application clinique, est-ce que ça nous sert à grand-chose? Donc ça peut être utile pour la caractérisation des masses. Ici, un exemple un peu caricatural d'une patiente qui avait à la fois un adénofibrome ici en avant, elle avait un amartome ici et puis un kyste ici. Vous voyez après les injections pour être contraste.
Et vous voyez que l'ADC montrait qu'il y avait des différences pour chacune de ces tumeurs. C'est intéressant surtout pour ces patientes-là, dans le cadre d'un bilan d'extension. Vous avez ici une première tumeur, puis une deuxième, puis une troisième. Ça commence à faire beaucoup de biopsies à réaliser. Et bien, chez cette patiente, l'ADC vous encourage à le faire, puisque vous voyez que toutes les lésions ont des ADC relativement faibles. Donc il faut tout biopsier ici, ça vous encourage à le faire. Et donc il y a plusieurs études qui ont démontré effectivement que lorsque vous ajoutez l'ADC à votre IRM standard, Dynamic Contrast Enhancement, c'est l'IRM standard. Vous voyez que de base, votre sensibilité avec un protocole standard sans diffusion, vous avez une très bonne sensibilité, ça c'est bon. Une spécificité, on l'a vu tout à l'heure, autour de 75%, 76%. Et dès que vous rajoutez l'ADC, vous voyez que ça, vous améliorez vraiment de votre spécificité à 89%. Pour les non-masses, c'est moins évident que la diffusion soit intéressante. Vous voyez ici une patiente qui présente cette espèce de prise de contraste non-masse qu'on ne voyait pas en T1 et en T2. Si on fait de la diffusion, on voit qu'on est au-dessus du seuil de 1,2 qu'on a eu tendance à utiliser. On est à 1,3. Vous voyez, c'est pas très satisfaisant. Et l'étude de Imamura qui montre effectivement, vous voyez, dans cette étude, il y avait une spécificité de 64 et on ne l'améliore pas, au contraire. On diminue la spécificité lorsqu'on utilise l'ADC. Donc pour les non-masses, pour l'instant, ce n'est pas génial. Sauf peut-être dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire lorsque vous avez des patientes qui sont prises en charge pour des carcinomes in situ. Alors, le carcinome in situ, ça va faire des espèces de petites prises de contraste non-masses, comme celle-ci par exemple. Et souvent, on va être gêné par ces prises de contraste. Est-ce que ce n'est pas du tissu glandulaire, comme ici, ou est-ce que c'est vraiment du carcinome in situ? Et là, la diffusion est intéressante parce que lorsque vous utilisez des grands B, des valeurs au-dessus de 700, vous allez atténuer complètement le signal du tissu glandulaire, on l'a vu au début, et par contre, vous allez conserver le signal de la tumeur si c'est du haut grade. Je dis que si c'est du haut grade, c'est ce que montre cette étude. Vous voyez que lorsqu'il y a du haut grade, vous allez avoir un signal de diffusion élevé et un ADC bas pour les hauts grades. Par contre, pour les bas grades, on n'est pas bon, on n'arrive pas à distinguer avec la diffusion. C'est les ondes in situ de bas grade. Ensuite, ça a été la grande mode à un moment d'utiliser la diffusion pour évaluer les chimiothérapies néoadjuvantes. Et effectivement, ça peut être intéressant dans certains cas. Alors vous savez que lorsqu'on peut faire des IRM pour surveiller les chimiothérapies néoadjuvantes à différents moments. On peut le faire à la baseline, avant le traitement, on peut le faire après 2 cycles, ou on peut le faire à la fin du traitement pour dire s'il reste quelque chose. À la baseline, il y a eu pas mal d'études contradictoires qui disaient ça marche, qui disaient ça marche pas. Alors, nous, on en a fait une aussi dans notre coin, 120 patientes incluses, et on a obtenu, vous voyez, exactement les mêmes ADC. Donc ça, c'est des ADC mesurés à la baseline, et puis on a regardé à la fin du traitement si ça avait marché ou pas. Et vous voyez, les ADC des patientes qui allaient progresser étaient à 1,4, celles qui allaient répondre de façon partielle à 1,7, et celles qui allaient pas répondre, qui allaient bien répondre, étaient à 1,05. Donc vous voyez, les mêmes ADC pour tout le monde, donc on ne pouvait pas distinguer qui que ce soit. Par contre, on s'était rendu compte dans cette étude que l'ADC allait dépendre un petit peu du grade. Vous voyez, le grade SBR. Le grade SBR1 avait des ADC plus bas que les SBR3. Que l'ADC dépendait également des récepteurs hormonaux. Si vous aviez des récepteurs hormonaux positifs, vous aviez des ADC plus bas que les patients qui avaient des tumeurs récepteurs hormonaux négatifs. La même chose pour la progestérone. Et ça suivait un petit peu, c'était à la limite vraiment de la significativité. Le KI67, l'index de prolifération, vous voyez, l'ADC suivait un petit peu l'index de prolifération, mais ce n'était pas très significatif. On a regardé également, vous savez qu'on peut classer maintenant les cancers selon, il y a de nouvelles classifications, les lumino A, B, il y a plein de sessions qui en parlent, HER2 et basal-LAC. Et chez les tumeurs basal-LAC, on s'est rendu compte que là, par contre, avec votre ADC, on était capable de distinguer les patientes qui allaient répondre de façon complète, des patientes qui n'allaient pas répondre de façon complète. Les patientes qui allaient répondre de façon complète avaient un ADC qui était plus bas au départ que les patientes qui allaient répondre. Et vous voyez que l'ADC, au fait, au départ, chez toutes ces tumeurs, que l'ADC va dépendre du type de tumeur que vous avez. Les luminos ont plutôt des ADC bas, les HER2 un peu plus élevés et les basal-LAC des ADC très élevés. Et donc, les patientes qui ont l'air de répondre sont celles qui sont des basal-LAC finalement un peu atypiques, c'est-à-dire que l'ADC n'est pas très élevé, il est plutôt bas, vous voyez, c'est ce qu'on montre ici, celles qui vont bien répondre sont celles qui ont un ADC qui est plutôt bas. Donc pas des triples négatifs habituels. Donc ça, c'était pour la baseline. Lorsqu'on fait une IRM après le 2e cycle, est-ce que l'ADC est intéressant ?
et la diffusion intéressante d'une façon générale. Alors voici un exemple, vous avez une tumeur localement avancée, donc sous chimiothérapie, avant traitement, vous voyez sa courbe de rehaussement avec un washout. Après 2 cycles de chimiothérapie, vous voyez que la tumeur a bien diminué de taille, hein, donc on est assez content, au moins 50%, ça c'est bien. Et puis la courbe de rehaussement, vous voyez, elle est passée d'un washout à une courbe progressive, donc on a envie de dire que ça se passe bien. Il y a un papier qui nous dit effectivement, hein, quand le washout disparaît, la survie globale est bien meilleure que lorsque le washout persiste. Vous voyez, 96% quand le washout disparaît et qu'on passe à une courbe progressive. La survie passe à 85% à 3 ans lorsque le washout ne disparaît pas. Et donc, que dit la diffusion dans ce cas-là? Vous voyez, on avait une tumeur qui avait un ADC relativement bas, à mesurer à 1. Vous voyez qu'après traitement, on passe à un ADC à 1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de cellules dans cette tumeur après 2 cycles de traitement qu'avant traitement. Donc c'est bien, si on a moins de cellules, c'est que le traitement il marche pas mal. Donc là, tout ça c'est concordant, on est content. Mais il y a des cas où c'est pas concordant. Il y a des cas où c'est pas concordant, comme ici. Vous avez ici une tumeur, toujours localement avancée. On fait notre chimio, 2 cycles, on fait une évaluation. Vous voyez que morphologiquement, elle a pas mal diminué, hein, moins 50%, un petit peu comme tout à l'heure. Par contre, on voit déjà qu'il y a un problème, elle rehausse davantage qu'au départ. Si je vous montre la courbe de rehaussement, vous voyez, on est passé d'une courbe progressive à une courbe avec washout. Ça sent pas très bon, hein. On a vu la survie est moins bonne chez les patientes où le washout persiste. Et là, la diffusion, elle nous dit quoi? Elle nous dit, tu vois, ta cellularité, elle ne change pas. On reste à 1,2. On était à 1,2 et on reste à 1,2. Donc là, cette patiente, on a envie de dire au clinicien, attention, ça a un peu diminué, donc réponse à 50%, mais en fait, non. La cellularité n'est pas bonne, il y a peut-être un problème, il faut la surveiller de près, il ne faut pas attendre la fin du traitement pour la surveiller, il faudra probablement faire une IRM un peu avant, ou l'évaluer de façon clinique. À la fin du traitement, est-ce que la diffusion est utile? On a vu baseline à 2 cycles, et à la fin du traitement, à la fin du traitement, ça ne sert pas à grand-chose, parce que si vous faites votre imagerie, que vous avez une tumeur qui reste comme ça, hein, avant elle est comme ça, après elle est comme ça, vous voyez que bon, ça n'a pas vraiment diminué. Même si la diffusion vous dit non, c'est super, il n'y a plus de cellules, vous allez dire que non, la tumeur n'a pas bien répondu. Et lorsque ça répond bien, comme ici, le problème c'est que vous ne savez pas très bien où mettre votre région d'intérêt, donc la diffusion, finalement, en fin de traitement, ça n'a pas un grand intérêt. C'est un petit peu comme le PET scan. Le PET scan, c'est utile à la baseline, à 2 cycles, mais en fin de traitement, ça ne sert pas à grand-chose. Les perspectives maintenant, parce que je vous ai enquiquiné tout à l'heure avec l'IVIM et le kurtosis. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, premier papier qui est extrêmement intéressant, ça c'est c'est une étude dans laquelle les auteurs ont essayé de comparer l'ADC en fonction du rapport entre, dans la tumeur, les cellules et le stroma. Si dans une tumeur, vous avez beaucoup de cellules et pas beaucoup de stroma, quel est l'ADC? Ou si vous avez une tumeur qui a beaucoup de stroma et pas beaucoup de cellules, quel est l'ADC? Donc ils ont comparé ça, et puis ils ont regardé également quel était l'ADC en fonction de la composition du stroma. Est-ce qu'il y a beaucoup de collagène, beaucoup de fibroblastes, beaucoup de lymphocytes? Et ils se sont rendus compte en fait que l'ADC allait augmenter lorsque vous n'aviez pas beaucoup de cellules et beaucoup de stroma, et quand dans votre stroma, vous n'aviez pas beaucoup de lymphocytes. Si vous aviez beaucoup de lymphocytes, si vous n'avez pas beaucoup de collagène, l'ADC augmente. Ça, c'est intéressant parce que vous savez qu'on est en train de développer de nouvelles pistes thérapeutiques dans lesquelles on va utiliser, c'est un peu comme le mélanome, vous savez, le mélanome, il y a de grandes avancées thérapeutiques, on utilise les lymphocytes des patients pour des lymphocytes killers qu'on stimule un petit peu et qui attaquent la tumeur, et ça marche très très bien. Et pour le sein, bon, le sein est une tumeur un petit peu moins immunogène que le mélanome, mais ça semble prometteur. Par contre, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait beaucoup de lymphocytes dans la tumeur. S'il n'y a pas de lymphocytes, vous avez beau les exciter, ça ne va rien faire. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de lymphocytes. Et pour savoir s'il y a des lymphocytes, aujourd'hui, il faut biopsier ces tumeurs. Et là, cette étude nous indique que peut-être que l'ADC permettrait de savoir s'il y a beaucoup de lymphocytes ou pas, puisque on est capable, l'ADC suit le stroma. Si dans votre stroma il y a beaucoup de lymphocytes, vous allez avoir un ADC qui est élevé. Si par contre il n'y a pas beaucoup de lymphocytes, vous allez avoir un ADC qui est bas. Donc vous voyez, ça semble une voie qui pourrait être intéressante à creuser en tout cas dans cette optique thérapeutique. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas toujours simple de tracer des régions d'intérêt dans une tumeur hétérogène. Vous voyez ici, lorsque vous avez un ADC qui est blanc en périphérique et noir au centre, où est-ce que je dois mesurer où est-ce que je dois mettre ma région d'intérêt? C'est pas toujours très simple. Est-ce que l'ADC que je dois prendre en compte, c'est le 0,9 ou est-ce que c'est le 1? Je ne sais pas.
Alors, il y a une étude ici qui a mesuré, c'est intéressant, l'ADC moyen. Ils ont fait toute la moyenne dans toute la tumeur de l'ADC. Et puis, ils ont regardé également l'ADC dans des petites régions d'intérêt, toutes petites comme ceci, qu'ils ont placées dans toute la tumeur. Et ils ont regardé est-ce qu'ils arrivaient à bien distinguer le bénin du malin en utilisant cette technique-là. Et vous voyez que lorsque l'on prend le grand ADC moyen, comme on a l'habitude de faire, eh ben, on distingue le bénin et malin de façon moyenne, vous voyez, avec une spécificité à 75%. Donc finalement, on ne fait pas progresser l'IRM, la spécificité de l'IRM en général. Par contre, lorsque vous utilisez l'ADC minimum, donc vous cherchez quelle est, dans tous ces petits ronds, où est l'ADC, quelle est la valeur d'ADC la plus basse, et ben, vous voyez qu'on distingue mieux le bénin du malin. Il y a une vraie différence avec pas trop de chevauchement. Et vous voyez que la spécificité augmente franchement puisqu'elle passe à 85%. L'ADC minimum n'était pas intéressant. Et ils ont également essayé de voir s'il y avait des différences entre l'ADC max et l'ADC min, mais ce n'est pas intéressant non plus. L'IVIM. Est-ce que l'IVIM est utile ou pas? Eh bien, ici, alors, pour l'instant, toutes les études sur l'IVIM, le kurtosis, vous allez voir, se portent sur peu de patients, mais ça semble prometteur. Donc l'IVIM, ici, une étude sur 35 patients avec 21 carcinomes canalaires infiltrants et 5 carcinomes non canalaires infiltrants, donc un carcinome in situ et un carcinome lobulaire infiltrant. Et là, ils se rendent compte qu'effectivement, dans les tumeurs malignes, eh bien, la perfusion est augmentée par rapport aux tumeurs bénignes, enfin par rapport aux autres tumeurs. Donc, par exemple, dans le carcinome infiltrant, on a des perfusions qui sont un petit peu plus élevées, vous voyez, à 7,4% par rapport au carcinome in situ. Toujours dans la même étude, ils ont donc comparé l'ADC, l'ADC 0 et la perfusion. Alors ADC 0, c'est l'ADC que vous obtenez lorsque vous tenez compte de la perfusion, de l'IVIM. D'accord ? Donc c'est théoriquement le vrai ADC, l'ADC intrinsèque. Et ça, cet ADC-là, c'est l'ADC sans prendre en compte la perfusion. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que on surestime un petit peu l'ADC, c'est ce qu'on avait dit au départ, hein, lorsque vous ne tenez pas compte de la perfusion. Vous surestimez un peu l'ADC dans le tissu fibroglandulaire, ça ne change pas dans le tissu bénin, et vous surestimez un petit peu l'ADC dans le tissu malin. Et il montre bien que la perfusion, elle, est de plus en plus élevée lorsque vous passez du tissu fibroglandulaire au tissu bénin et au tissu malin, vous voyez que la perfusion augmente. Et donc, en performance diagnostique, qu'est-ce que ça donne ? On voit que, si on évalue la performance diagnostique avec l'air sous la courbe ROC, on voit que cette R sous la courbe est plus importante lorsque on utilise la perfusion et l'ADC 0 que lorsque vous utilisez simplement l'ADC sans prendre en compte la perfusion. Et encore une fois, vous voyez qu'on obtient d'assez bonnes spécificités. Une autre étude ici sur le kurtosis cette fois-ci, donc vous voyez encore une petite étude, 36 patientes. Et là, elle montre que dans les cancers, l'ADC est plus bas et le kurtosis augmente par rapport au tissu bénin. Et il montre également, effectivement, si vous ne tenez pas compte du kurtosis, eh ben, vous allez sous-estimer un petit peu votre ADC par rapport à l'ADC réel. Vous voyez ici, pour le bénin, l'ADC est autour de 2500. Ici, il est autour de 2000 pour les mêmes tumeurs. Donc, attention à cette sous-estimation de l'ADC lorsqu'on ne tient pas compte du kurtosis. Et il montre bien qu'il y a une différence en ADC. L'ADC est plus bas dans les cancers, l'ADC 0 est plus bas dans les cancers que dans les lésions bénignes, et le kurtosis, lui, est plus élevé dans les cancers que dans les lésions bénignes. En image, ça donne quoi ? Voici un adénofibrome, vous voyez, en fait, on ne voit rien. L'ADC est relativement élevé, à peu près équivalent au tissu glandulaire autour. Ça, c'est le kurtosis, et vous voyez que le kurtosis, il est à peu près équivalent au tissu glandulaire autour. Si on regarde un cancer, vous voyez ici que l'ADC est plutôt abaissé, il est plus bas que le tissu glandulaire autour, un petit peu plus sombre. Et là, le kurtosis, vous voyez ce petit anneau là, il est plus élevé dans le cancer que dans le tissu fibroglandulaire. Donc c'est bien ce qu'on disait. Dans le cancer, l'ADC baisse et le kurtosis augmente. Une autre étude sur 103 patientes, 82 cancers, 42 lésions bénignes, qui montre exactement la même chose. Dans le cancer, l'ADC baisse, le kurtosis augmente. Et vous voyez que lorsque on compare les performances diagnostiques ADC et kurtosis, on voit qu'on obtient des bonnes spécificités par rapport à l'IRM standard qui est à 75% environ. Et les performances diagnostiques, le kurtosis semble assez performant. Si on regarde l'air sous la courbe, à 92%, vous allez commencer à avoir un test assez efficace. Même chose ici, vous voyez les courbes ROC. Cette courbe ROC sur cette étude de 97 patientes,
Vous voyez que là, c'est la courbe ROC qu'on obtient juste avec l'ADC qu'on utilise aujourd'hui. Vous voyez, elle est ici. Et vous dites que vous rajoutez le kurtosis ou l'ADC, vous voyez que vous obtenez des courbes ROC un petit peu avec des aires plus importantes sous la courbe. Le kurtosis, dans cette étude, il montre également qu'il ne se contente pas de juste dire c'est du cancer, c'est du bénin. Il montre également qu'il y a une corrélation en fait entre le grade SBR ou le KI67 et le kurtosis. Vous voyez, le kurtosis en fait va baisser dans les hauts grades et va augmenter davantage dans les hauts grades que dans les bas grades. Et pour l'ADC, c'est la même chose. L'ADC 0, il va être corrélé également au grade. C'est ce qu'on voit ici. Vous avez ici deux cancers, un SBR2 KI67 à 3%, donc un KI67 est très bas. Ici, une tumeur SBR3 avec un KI67 à 60%. Ici, on regarde les images, ça c'est l'ADC. Vous voyez que l'ADC est plus noir dans la tumeur de haut grade avec une prolifération élevée par rapport à l'autre tumeur de grade intermédiaire avec un KI67 très très bas. Et si on regarde le kurtosis, vous voyez que le kurtosis est plus blanc dans la tumeur de très haut grade et avec un index de prolifération élevé que dans l'autre tumeur. Finalement, le fin du fin, c'est de faire ça, et c'est l'étude qu'avait présenté le bilan l'année dernière, c'est de finalement combiner tout, la perfusion, l'ADC et le kurtosis. Donc là, évidemment, vous ne pouvez pas utiliser le modèle mono-exponentiel, il faut développer un nouveau modèle, ce qu'ils avaient fait à l'époque. Et donc, on calcule les trois paramètres, donc perfusion, ADC et kurtosis. Donc voici un carcinome, donc c'est une toute petite étude, bien sûr, 22 patientes, et faut encore démontrer sur de vraies études robustes que ça fonctionne, mais les résultats étaient prometteurs. Donc vous voyez cette petite tumeur ici, une grosse tumeur développée dans ce sein droit. Voici l'image de perfusion représentée par ce rectangle. Vous voyez que la perfusion est très élevée, il y a beaucoup de rouge. L'ADC est très bas, c'est plutôt bleu. Et le kurtosis, lui, est élevé parce que c'est très rouge. Et dans une lésion bénigne, hyperplasie, vous voyez que là, la perfusion est basse, c'est bleu. L'ADC, lui, plutôt élevé, il y a beaucoup de rouge. C'est donc l'inverse. Et le K, lui, est tout bleu, donc le K est très bas. Donc ils ont défini des seuils, 1,6 pour l'ADC et 0,6 pour le K, mais bon, sur 22 patients, je ne pense pas qu'on puisse tirer beaucoup de conclusions. Ils montraient que l'air sous la courbe était également assez efficace pour l'ADC. Vous voyez, on est quasiment à perfection, quasiment à 1. Le K à 0,85, la perfusion à 0,82, mais bon, encore une fois, c'est 22 patients, donc ça reste à confirmer. Dernier sujet de la diffusion, puis on aura terminé, ce sont les tenseurs de diffusion. Alors ça, c'est vraiment très utilisé en imagerie neurologique, mais pour le sein, pour l'instant, ça reste un petit peu confidentiel. Pourtant, ça semble intéressant, parce que le sein n'est pas un organe anisotrope. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les protons, on revient un petit peu au départ, ils peuvent se déplacer soit dans toutes les directions possibles, de façon totalement aléatoire, soit ils sont guidés par des structures anatomiques. Et dans le sein, il y a évidemment les canaux galactophoriques qui orientent un peu le déplacement des protons. Et c'est ce qu'on voit très bien sur cette image chez une patiente en train d'allaiter. Vous voyez, donc il y a plein de canaux hypertrophiés orientés vers le mamelon. Et donc, ce qui est symbolisé en vert, c'est donc tous les déplacements, vous voyez, vers antéro-postérieur. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de vert que de rouge ou de bleu. Le rouge représentant les déplacements au bas et le bleu droite-gauche. Vous voyez qu'il y a une prédominance de vert. Ça veut dire que les protons ont plutôt envie d'aller d'avant en arrière ou d'arrière en avant, plutôt que vers le haut ou vers le bas ou la droite ou vers la gauche. Et ça, on peut le symboliser par la fraction d'anisotropie. La fraction d'anisotropie, elle est à 1 lorsque le tissu est anisotrope, ça veut dire quand les protons se déplacent dans une direction préférentielle, et elle tend vers 0 lorsque c'est isotrope, quand le proton il peut aller n'importe où, c'est à 0. Donc dans le tissu bénin, dans le tissu normal, le sein est anisotrope, vous l'avez compris. Dans le tissu malin, il y a quelque chose, dès qu'il y a une anomalie dans le sein, finalement, vous allez modifier la structure anatomique normale du sein, vous allez couper la trajectoire de ces canaux galactophoriques, et donc vous allez couper cette anisotropie. Là, c'est ce qu'on voit sur cette image ici. Donc, vous avez le sein ici avec un petit adénofibrome développé à cet endroit-là. Vous voyez l'ADC, et vous voyez ici, il y a plusieurs adénofibromes d'ailleurs, il y a un deuxième là, et vous voyez l'ADC montre le tenseur de diffusion nous montre que donc, le sein, il y a des... Dans le sein, ça va préférentiellement, il y a beaucoup de vert, ça va préférentiellement d'avant en arrière, mais par contre, là où il y a les deux adénofibromes, la fraction d'anisotropie est à 0. C'est-à-dire que là, les protons peuvent aller dans toutes les directions qu'ils veulent.
alors que dans le sein, il y a des directions préférentielles. Là, obligé dans les lésions, les protons peuvent aller partout. Et dans les cancers, c'est un petit peu la même chose. On coupe l'anisotropie du sein, puisqu'il y a une structure qui se développe à l'intérieur et qui détruit l'architecture normale du sein. Et donc, on a des pixels ici rouges. Pourquoi? Parce qu'on a transformé, au lieu que les protons se déplacent d'avant en arrière comme d'habitude, là, cette tumeur, elle perturbe ces déplacements-là. Et donc, les protons, ils vont dans une direction un petit peu inhabituelle, là, plutôt au bas. Donc, les tenseurs de diffusion, eux, ils ne sont pas dépendants du cycle non plus, hein, quelle que soit la période du cycle. Vous pouvez faire vos tenseurs de diffusion, ça ne change rien. Par contre, ils dépendent, comme la diffusion de la ménopause. Après la ménopause, la fraction d'anisotropie augmente un petit peu. Elle augmente également dans la lactation, c'est-à-dire que donc, les protons ont vraiment envie de suivre une direction particulière. En conclusion, et après ça on s'arrêtera, donc les messages à retenir, c'est que la diffusion pour l'instant, elle va rester limitée à des lésions d'au moins 10 mm, hein, on l'a vu tout à l'heure. Force d'atténuer le signal avec la FATSAT, on perd du signal, donc on a des gros voxels, donc en dessous de 10 mm ça ne nous sert pas à grand chose. C'est dommage parce que c'est pour ces tumeurs-là qu'on a vraiment besoin de la diffusion. Ça, c'est une grosse limite. Vaut mieux le faire avant injection et plutôt aussi avant les biopsies, puisque le sang, c'est comme du produit de contraste, hein, y a un peu de fer dedans, donc vous allez créer des artefacts de susceptibilité magnétique et faire chuter artificiellement votre ADC. Pour les séquences, utilisez des séquences d'imagerie parallèles, utilisez vraiment le plus possible de techniques de suppression de graisse, hein. Plus vous annulez le signal de la graisse, plus vous allez améliorer la qualité de vos images. Le choix du B, vous avez vu, c'est assez complexe, hein, ça va dépendre du modèle d'analyse dont vous disposez. Si vous utilisez les modèles disponibles sur les machines, pour l'instant c'est mono-exponentiel, donc prenez pas de B trop grand parce que vous allez sous-estimer votre valeur d'ADC. Si par contre vous avez des modèles de constructeurs, à ce moment-là vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous proposent des modèles non gaussiens, non mono-exponentiels. Quel ADC choisir, retenir aujourd'hui? Si vous travaillez avec un modèle mono-exponentiel et un B pas trop grand autour de 800, la valeur seuil de 1,2 vous permet quand même de distinguer relativement bien malin, bénin, avec plein de limites bien sûr. Si vous voulez être sûr que vous ratez, si vous voulez être sûr d'éliminer tous les cancers, on a vu l'étude qui donnait le seuil à 1,8. 1,8, vous n'avez plus de cancer normalement, toujours en respectant les B, 800. Pour les indications, on l'a vu, ça peut nous aider à caractériser les masses, ça peut nous aider à suivre les chimiothérapies néoadjuvantes. Et puis on a vu les perspectives, hein, l'utilisation de l'IVIM et du kurtosis en même temps que l'ADC. Je pense que c'est probablement ça l'avenir. Et donc il va falloir qu'on mène des études avec beaucoup plus de patients pour valider ces études qui portaient sur une petite trentaine de patientes au maximum. Voilà, je vous remercie de votre attention.